Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. La politique, c'est tellement... Quelqu'un m'a déjà dit « Ah, moi, la politique, ça ne m'intéresse pas. » Puis je lui ai servi la ligne typique de mon grand-père. Peut-être toi, tu ne t'intéresses pas à la politique, mais la politique s'intéresse à toi. Alors aujourd'hui, on retourne. On est aux États-Unis, on parle de politique chez nous avec Stéphanie Touga. Bonjour, Stéphanie. Salut. Alors, l'impeccable Ruba Gazal... L'impeccable? ...a fait un faux pas. Oui. Pourquoi l'impeccable? Ben, moi, en tout cas, c'est la députée dans mon quartier. Oui. Je trouve qu'en général, moi, j'ai toujours une très belle lecture. Oui, je pense que c'est la force nationaliste la plus convaincante chez QS, tant qu'à moi. Moi, je trouve qu'elle en parle puis elle est en lien avec sa population dans son comté. Alors moi, je la trouve vraiment impeccable. Moi, j'ai toujours une très bonne perception. Et là, elle ne fait pas l'unanimité. C'est une députée qui est très investie dans son quartier. C'est une très bonne parlementaire aussi. Et puis, elle aspire très certainement au poste de co-porte-parole de Québec solidaire, co-chef, peu importe le lexique, mais elle souhaite donc aspirer à la direction de ce parti-là aux côtés de Gabriel Nadeau-Dubois. Et là, elle est dans l'eau chaude parce qu'elle a publié une photo elle-même volontairement sur Twitter, sur X, pardon, et où elle appelle essentiellement à voter pour la gauche. J'ai Elon Musk qui téléphone, il n'est pas content que tu aies dit Twitter. Ça va, Désolé, tu vas perdre ton Internet. Désolée, Elon. Mais donc, c'est ça, elle a publié elle-même une photo où elle appelle à voter à gauche pour barrer l'extrême droite. D'ailleurs à l'écran. Oui, c'est ça. Donc, elle appelle à voter pour le Front populaire, Oussama Larrachi. Et puis, essentiellement, ce qu'elle dit, c'est les enjeux sont tels en France qu'on doit donc faire quelque chose et qu'en tant que députée de gauche au Québec, je ne peux pas rester silencieuse face à l'extrême droite. Donc, j'utilise évidemment ces mots. C'est extrêmement délicat, voire complètement inacceptable, en fait, de voir une députée en fonction se prononcer sur le processus démocratique dans le contexte d'une élection, dans un État avec lequel peu importe l'État, mais dans un État avec lequel on a une relation directe et privilégiée, qui est la France. Je comprends son message. Essentiellement, ce qu'elle dit, c'est l'heure est grave. Il est très, très possible que le Rassemblement national gagne les élections au deuxième tour le 7 juillet prochain. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour essayer de leur barrer le chemin? D'accord, OK, je comprends la logique. Sans y adhérer, je le comprends. En tant que militante de Québec solidaire, elle aurait pu le faire, mais pas en tant que député élu à l'Assemblée nationale. C'est là par moment, Québec solidaire, des fois par moment, perd disons, l'idée qu'ils sont une formation politique qui aspire au pouvoir au Québec. Ils sont pas un lobby de gauche, ils sont pas une centrale syndicale, ils sont pas un groupe de la société civile. Et là, le message que ça envoie, c'est 2 poids 2 mesures. Nous, on veut pas que vous veniez vous immiscer dans nos élections ici au Canada, ici au Québec, mais nous, par exemple, on peut se prononcer sur les vôtres, puis pas juste se prononcer. On va aller mobiliser pour détrôner le gars en place qui est Roland Lescure. Roland Lescure qui est un Franco-Canadien, qui est un ancien... Bien sûr, c'est un ancien vice-président de la Caisse de dépôt. C'est un ministre aussi du gouvernement, du gouvernement français. Fait que là, on a comme créé un enjeu diplomatique pour rien. Pour vraiment rien, parce que c'est pas vrai que le fait que Ruba Gazal est au métro Mont-Royal à 5 h un mardi soir, ça va faire basculer l'élection. Mais au final, on va s'être positionné sur le radar comme des gens qui veulent s'immiscer dans le processus démocratique, puis moi, ça m'embête. Bien, je te comprends, puis en tant que citoyen, on peut déplorer, je pense que c'est légitime de déplorer qu'un député prenne une position pareille. Ça implique comme un représentant de l'Assemblée nationale, de notre Assemblée nationale, qui prend position, je comprends. Ouais. Mais ceci dit, premièrement, c'est classique. Les partis de gauche sont souvent membres de la fraternité. Oui, l'Internationale communiste. C'est ça, machin truc. Et à chaque fois, quand tu fais comme oui, on est membre de ça. Oh my God. Quand j'étais au NPD, j'étais surpris parfois. Ah oui, j'imagine. Mais ceci dit, on peut comprendre. Mais je me demande, moi, si... Mais attends, petit bémol. Moi, tu as raison qu'on peut comprendre que les formations politiques se parlent. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Oui, parce que QS n'est pas député, c'est un parti. Puis les conservateurs le font aussi très bien. Hein? Ils se partagent du staff, ils se partagent des idées, ils se partagent des sondages, ils se partagent des pratiques. Pourquoi la gauche le ferait pas? Pour moi, là, il n'y a pas de problème. C'est quand une députée en fonction, dans le cadre d'une élection, on est à quelques jours là, du premier tour, décide de s'immiscer comme ça en appelant à voter pour une formation politique qui ne gagnera probablement pas par ailleurs, selon les sondages. Alors, c'est pour ça que tu dis que c'est à peu près pour rien. Ben oui, c'est un coup d'épée dans l'eau. Parce que peut-être qu'en effet, là, l'Union de gauche donc, va gagner pour ce qui est des Français de l'étranger. C'est
une possibilité. Mais quand on regarde les sondages en France, quand on regarde le résultat des élections européennes, il y a une tendance Stéphanie, assez claire. Tu viens de mentionner quelque chose qui n'est pas anodin. Puis j'ai fait allusion à précisément à cette affiche-là en m'en venant au studio lundi passé. Mardi passé. On a montré cette affiche-là. Ouais. Et c'est pas banal dans la mesure où, moi, j'ai négligé de le dire. Puis là, je pense qu'il faut qu'on le rappelle aux gens qui nous écoutent. Ouais. C'est que les Français qui vivent au Québec votent pour un député qui va représenter les Français qui votent au Québec. Exact. La diaspora française à l'étranger va voter donc pour leurs députés, pour leurs représentants. Mais c'est leur député hors France. Oui, c'est ça, les députés d'outre-mer. Comme actuellement, on a un député... C'est Roland Lescure. Incroyable. Oui, mais c'est Roland Lescure. Puis il y en a toujours eu. Il y a eu par le passé une franco-québécoise, c'est Axelle Lemaire. Elle était ministre aussi dans le gouvernement Hollande, si je ne me trompe pas. En fait, je suis pas mal certaine. Et puis, elle était elle aussi franco-québécoise. Donc, ça existe, là, des députés de l'étranger. Chez nous, est-ce qu'en France, est-ce que la France est un des rares pays à avoir ce type de représentation-là? Est-ce qu'il y a un député, disons... député, ce serait un mauvais terme. Est-ce qu'il y a un membre de la législation américaine en France ou au Canada? Moi, ça me dit rien du côté de l'Amérique du Nord. C'est sûr que souvent, l'espèce de la représentation à l'étranger, ça se fait plutôt par les corps consulaires puis les ambassades, mais dans ce cas-ci, donc pour la France, ça existe. C'est fou, ça. On a un député français... au Québec. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a un député français aux États-Unis? En fait, c'est qu'il représente des régions du monde. Incroyable. Donc, c'est pas que pour le Québec, par exemple. Ça a dû commencer avec les dom-toms, hein? À l'époque, quand même. Ça se peut, ça aurait beaucoup de sens. Les dom-toms, là, je dis ça, les dom-toms. Écoute, on s'en reparlera mardi prochain. Je vais aller faire mes recherches puis je vais te revenir avec l'information. Mais ceci dit, moi, je te challenge sur l'inutilité de la chose. Parce que moi, comme je te disais, l'impeccable Ruba Gazal, moi, à mon sens, elle calcule très bien, très sincère, je n'ai pas de doute là-dessus, mais elle est très bien conseillée, je pense. Et ici, je pense qu'elle se positionne. C'est-à-dire que c'est comme un écart. Elle aurait peut-être pas dû le faire, mais il y a une clientèle à QS qui trouve que c'est une bonne chose. Oui, mais peut-être. Et peut-être que, cette clientèle-là, moi, dans ma tête, elle va déjà pour Québec solidaire. Je pense pas que Ruba Gazal est allé chercher des votes supplémentaires. Non. De toute façon, aidant Mercier. Peut-être quelques Français. Peut-être quelques Français, mais de toute façon, par le temps qu'il y ait la citoyenneté, par le temps que le Canada leur octroie quelconque statut leur permettant de voter, les poules ont le temps d'avoir des dents. Ah, c'est bien dit, bravo. Et puis, écoute, on peut pas passer à côté du débat. Moi, ça me fascine toujours, hein. Je veux dire, j'ai ouvert l'émission en parlant de notre cohabitation avec les anglophones, les Québécois, les anglo-québécois et les gens dans le système de santé anglophone. Et ça me fascine de savoir, je m'enorgueillise, j'ai bien conjugué mon verbe, Monsieur Proulx à côté, j'espère que oui. On va se faire chicaner. Oui, c'est ça, puis il a raison. Mais je suis très fier de ça, d'être aussi francophone, mais compatible avec ce continent nord-américain, ce qui se passe à même pas 1 heure de route. Oui, exact. À Plattsburgh, même pas 1 heure de route. Exact. C'est très important ce soir. C'est extrêmement important. Donc, tu sais, il y a plein de choses qui nous unissent aux États-Unis. Avant de parler du débat, il y a plein de choses qui nous relient à ce pays-là. Déjà, c'est la seule frontière qu'on a. C'est des poissons et les Américains. Donc, on n'a pas le choix de s'y intéresser. C'est la superpuissance mondiale. C'est notre principal partenaire économique et commercial au Canada, mais aussi au Québec. Donc, évidemment qu'on n'a pas le choix de s'y intéresser. Et j'ai envie de dire, l'heure est grave. Là. Il y a quelque chose d'assez important qui se passe donc, en ce moment aux États-Unis. On a 2 hommes. C'est pas le débat de l'âge de la FADOC. Là. C'est vraiment le débat pour devenir président d'une superpuissance, de la superpuissance mondiale des États-Unis ce soir qui commence. Donc, la saison des débats. C'est CNN qui le diffuse à 21h, si je ne me trompe pas. Donc, on a évidemment dans le coin gauche Donald Trump qui fait face à des accusations, qui a 78 ans, on va savoir sa peine le 11 juillet, si je ne me trompe pas, qui a été reconnu coupable donc, de 34 chefs d'accusation. Il y a plein d'autres procès devant lui entre maintenant et l'élection et ensuite. Et de l'autre côté, on a un Joe Biden qui a un très bon bilan politique, mais qui n'arrive pas à le défendre. On l'accuse beaucoup d'avoir l'air faible. Hein. On l'a vu tomber, on l'a vu bégayer. On le voit que parfois, on a de la misère à suivre un peu le chemin de pensée quand il n'est pas scripté. Puis là, il y a un débat. Donc, en débat, tu ne peux pas être forcément 100% scripté. Donc, quel genre de performance il va nous offrir ce soir?
Certainement qu'on va avoir un Donald Trump extrêmement agressif. La dernière fois, là, je suis allée lire quelques textes un peu plus tôt ce matin. Je pense qu'il avait interrompu quelque chose comme 71 fois dans la même soirée un débat Joe Biden. Fait que là, CNN coupe les micros. Je t'entends en parler juste avant. Bonne nouvelle. Ça va être vraiment intéressant comme modèle. Et juste 2 minutes, les réponses. Donc, des réponses extrêmement courtes. Est-ce que Joe Biden pourra passer un message en 2 minutes? Je le sais pas. On le sait que Donald Trump, lui, il est capable. Il en dit de la niaiserie, de la menterie en 2 minutes. Oui, c'est ça. Mais moi, je peux dire... Par moment, pas toujours, mais par moment. Il y a tellement d'enjeux, en tout cas. Moi, j'ai un parti pris, c'est sûr. Moi, je suis pas américain, mais mon impression, quand même, c'est que Joe Biden est du côté centre-démocrate, centre-gauche. Gauche, plutôt centre. Oui, là. Peut-être pour les États-Unis, mais chez nous, ça serait pas à gauche du tout. Là. Exact. Mais ceci dit, je ne sais pas si c'est contre les règles, mais j'ai l'impression que les publicités devraient... Je comprends qu'on focalise sur le président ou le candidat à la présidence, mais où sont les équipes? Moi, j'aimerais ça voir Alexandria Ocasio-Cortez dire « Hey, Joe, là... » Il en a fait des trucs, je le crois. Puis oui, des fois, il est un peu slow, mais j'ai kick dans le derrière, puis il se réveille. Peu importe, trouver une solution pour montrer que... Mais on les a cherchés, ces gens-là, dans les 4 dernières années. Même Kamala Harris, là, la vice-présidente des États-Unis, on oublie presque son nom tellement qu'elle a été absente. Éclipsée. Elle a été extrêmement présente là, pendant les 6 premiers mois, puis du jour au lendemain... Ce sont des machines de communication qui choisissent ça. Là. Il y a des stratèges. Oui, parce que j'imagine. On parlait tout à l'heure de la collaboration entre partis. Moi, je peux dire que à Ottawa, on avait souvent des spécialistes de politique américaine, des gens qui avaient fait la campagne, au NPD, on avait reçu des organisateurs de la campagne de Barack Obama. Je veux dire, alors, c'est des super pointures qui s'occupent de ça. Alors, c'est un choix. C'est des campagnes à centaines de millions de dollars, voire des milliards. Et c'est d'ailleurs le problème principal. Oui. Ils sont toujours en élection. Le fait qu'ils sont en élection 2 ans. Et ils sont toujours redevables à des gens qui leur filent des sous. Oui, forcément. Les super PAC, les fameux super PAC. Donc, c'est sûr qu'eux tiennent un peu les ficelles dans certains domaines. Mais donc, on va avoir droit à un débat, j'espère qu'il sera intéressant. Hein? La majorité des électeurs américains disent que leur choix n'est pas fait en ce moment-là, qu'il y a une vraie possibilité qu'il change, en tout cas. Si leur choix n'est pas fait, qu'il y a une vraie possibilité qu'il change d'ici à l'élection. Donc, ces moments-là, ces grands rassemblements-là sont assez déterminants. Les derniers sondages, donc, disent que Trump devance encore Joe Biden, que la course s'est resserrée, mais quand même qu'il y a une avance de Donald Trump d'à peu près 6 points selon le dernier New York Times. Il y a d'autres sondages qui disent plutôt 2-3 points. Donc, il n'y a rien qui est fait encore pour l'instant. Le tout devrait se jouer dans à peu près 7 États américains. Donc, l'Arizona, le Michigan, le Wisconsin, le Nevada, la Géorgie, la Caroline du Nord et la Pennsylvanie qui ont tous été remportés de peine et de misère par Joe Biden il y a maintenant 4 ans. Qu'est-ce qui se passera cette fois-ci? On ne le sait pas. Mais le débat qui sera à CNN et qui aura lieu à Atlanta ce soir sera certainement déterminant. Tellement. Écoute, puis on peut juste imagine en ce moment-là, à l'heure qu'il est, ces gens-là sont en train de se préparer, maquillage, petite injection de Botox ici et là. Oui, absolument. Et certainement les amphétamines. Moi, si j'étais eux, en tout cas, je prendrais des décongestionnants pour être bien hot. Un petit dafed. Mais comme un c'est sûr que ça va... ils ont le droit. Bon, ben là, regarde, la démocratie, la plus grande puissance au monde est en jeu. C'est drôle que c'est ça parce que Donald Trump a accusé d'ailleurs Joe Biden de se doper, si bien qu'il a demandé un test d'urine. Un test d'urine avant le débat. Mais donc, qu'est-ce qui sera parlé ce soir? Plein de choses, mais notamment, évidemment, l'immigration, la sécurité, les droits à l'avortement, le droit des femmes qui est mis à mal aux États-Unis. Du jour, absolument. Et qui a un impact considérable. Parce que quand on regarde aux États-Unis, les jeunes hommes ont tendance à voter davantage à droite, les plus à droite en 100 ans ou presque, alors que chez les femmes, elles sont très mobilisées et plus sensibles aux enjeux, donc, de gauche, le droit des femmes, l'environnement. Fascinante ça sera culture, très intéressant. Capable du meilleur comme du pire. Merci beaucoup, Stéphanie Touga. Merci. Bye.